Et bienvenue à cette soirée Iconosphère qui est consacrée cette fois-ci aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc, pourquoi on a choisi cette thématique? Mais pour plusieurs facteurs. Donc, notamment, c'est ce qu'on peut voir en Belgique. Voilà, il y a eu l'égalité salariale qui était une des revendications au cœur de la première grève de femmes et féministes qui a eu lieu en Belgique le 8 mars. Cette revendication, elle était portée autant par les collectifs 8 mars que par les centrales syndicales qui ont soutenu cette grève et qui ont mobilisé pour cette grève. Il faut se dire que c'était pas seulement une grève, mais aussi un moment très particulier pour la Belgique. C'est la première fois que la Belgique elle participe à cette grève qui est internationale. Il y a eu 41 pays qui ont fait grève ce 8 mars. Et en Belgique, il y a eu 150 000 personnes qui ont manifesté, ce qui est historique pour la Belgique en ce qui concerne 150 000, pardon, 15 000. Ça, waouh, on y va. Ah non, ça c'est 15 000. Donc c'est quand même historique. Ah oui, non, mais 15 000 c'est quand même historique aussi en ce qui concerne de manifestations féministes en Belgique. Il n'y a pas eu beaucoup de manifestations avec 15 000 personnes dans pas ces derniers temps. Il y a eu 5 000 le 25 novembre, ce qui était déjà aussi impressionnant, et puis cette fois-ci 15 000. Voilà. Alors, vis-à-vis de cette mobilisation, les réseaux Iconosphère ne restent pas indifférentes, mais ce n'est pas seulement vis-à-vis de cette mobilisation. Il faut dire que Iconosphère, elle prend de plus en plus en compte les questions des inégalités socio-économiques de genre. Depuis au moins un an, on a organisé l'année passée une soirée consacrée à la réduction collective du temps de travail d'un point de vue genré. Et voilà, on continue cette fois-ci avec la question concernant les inégalités salariales, puisqu'il faut savoir qu'en Belgique, actuellement, l'écart salarial entre les hommes et les femmes il est de 7,6%, donc c'est-à-dire quasiment 8% en salaire horaire et de 21% en salaire annuel. Donc voilà, à cette fin, on a invité justement Florence Loriot, puisqu'elle nous parle justement d'une autre grève vraiment historique, qui était la grève des femmes de la FN Herstal, qui s'est tenue en 1966, et qui justement, les femmes, elles revendiquaient l'égalité salariale, et qui a donné lieu à la formation du comité à travail égal, salaire égal. Florence Loriot, elle est historienne au Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire, le CAROP, et elle a notamment participé dans la recherche d'informations et la validation d'informations qui ont permis de faire le montage de l'exposition Femmes en colère qui a eu lieu en 2016, et c'était sur la grève des ouvrières de la FN Herstal. Elle a notamment publié Quand les femmes de la FN entrent dans la légende, construction et mythe d'un combat, qui se trouve dans la revue Dynamique, qui a été publiée en 2016. Alors nous avons également avec nous Rachel Silvera. Rachel Silvera qui va notamment nous expliquer à quoi ça se doit. Ces écarts, comment on comprend ces écarts, quelle est la partie explicable, quelle est la partie dont on ne peut pas expliquer. Rachel Silvera, elle est économiste à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Alors, elle est spécialiste des questions d'égalité professionnelle en matière des salaires et des temps de travail. Et justement, son dernier ouvrage s'intitule Encore en moins, des femmes s'évadent pour en finir avec les inégalités de salaire, un ouvrage qui se trouve justement ici. Donc voilà, vous pouvez l'acquérir ce soir même. Donc, je vais laisser la parole à Florence Loriot. Merci. Alors, bonsoir plutôt. C'est vrai qu'en 2016, on a célébré le 50e anniversaire de la grève des femmes de la FN. Et c'était une grève qui avait été menée aussi en front commun syndical. Et c'est pourquoi l'événement a été mené en partenariat
avec la CSC et la FGTB pour, sur le lieu même où la grève avait eu lieu il y a plus de 50 ans, eh bien, on retrace l'histoire de ces combats et que l'on fasse un peu connaître les tenants et les aboutissants. Surtout que, bon, 50 ans, le temps passe vite et on était à la recherche de témoins. Des témoins, il y en avait déjà eu parce qu'il y a vraiment des spécialistes de la question. Il y a notamment Marie-Thérèse Kounen qui avait publié un ouvrage qui a été réédité sur la grève des femmes de la FN. Il y avait un film qui leur avait été dédicacé, mais trouver celles qu'on appelait les femmes machines qui pourraient témoigner, ça devenait de plus en plus difficile. On se disait, mais est-ce qu'elles sont toutes décédées? Ce n'était pas possible. Et on s'est rendu compte que notre difficulté à les trouver venait du fait qu'il y avait cette appellation très péjorative, femme-machine. Et quand elles ont vu le travail qu'on a fait avec l'exposition, qu'on leur a rendu hommage de leur combat, hein, eh bien là, les langues ont commencé à se délier. Et elles venaient, certaines d'entre elles qui avaient été travailleuses à l'époque, venaient avec leur famille, raconter leur histoire à leur tour. Et là, maintenant, elles pouvaient dire fièrement, j'ai été une de ces femmes-machines. Mais quel est leur combat? Mais le combat, il commence un 16 février 1966. L'AFN, c'est la Fabrique nationale d'armes. Elle est située à Herstal, dans le bassin industriel liégeois. Et elle occupe à l'époque 13 000 travailleurs environ. Alors, c'est Fabrique nationale d'armes de chasse, d'armes de guerre, mais on fabrique de tout à l'AFN. Hein. On fabrique des frigos, on fabrique des vélomoteurs, on fabrique des cyclomoteurs, on fabrique des machines à traire, des clubs de golf, puis il y a eu des raquettes de tennis. Donc, c'est une entreprise qui est assez diversifiée, mais qui est évidemment réputée pour la fabrique d'armes. Et on est en février, 3000 femmes vont arrêter le travail. Ras-le-bol. Assez de nos conditions de travail, assez. Qu'est-ce qui les a poussées à ce moment-là? Pourquoi y a-t-il eu cet effet de surprise? Et en réalité, quand on analyse l'histoire, on se rend compte que la surprise, il n'aurait pas dû en avoir. Parce que ça faisait plusieurs mois que des négociations étaient en cours dans le secteur des fabriques métalliques, dans le secteur dans lequel faisait partie la FN, et qu'il y avait une revendication d'augmenter les salaires des femmes. Et il faut dire que les salaires des femmes sont très bas. L'AFN, c'est peut-être une entreprise qui paye très bien dans le bassin liégeois et qui vont pousser aussi des femmes à aller travailler dans ce secteur, qui est quand même un secteur difficile, avec des conditions assez abominables de travail, mais qui paye bien. Bon. Mais il n'empêche qu'une femme qui est une femme machine, qui est à la production des pièces, qui doit parfois tourner sur plusieurs machines à la fois, qui baigne dans l'huile qui entre, qui pénètre les pores de la peau, qui vous imprègne complètement, à tel point que même les conducteurs de bus ou de tram ne veulent plus les reprendre, et quand ils les reprennent, ils disent « Ah, je vais charger une charrette de fumier hein, », pour vous dire l'odeur qu'elles dégagent imprégnée par ces huiles. Eh bien, ces femmes, elles ont des salaires. Elles sont payées à la pièce, elles sont payées à la production, et elles gagnent moins que les jeunes garçons qui travaillent avec elles. Les jeunes garçons qui travaillent avec elles, qu'on appelle des gamins machines, eh bien, ils auront un autre avenir probablement, parce qu'ils ont une possibilité d'accéder à des fonctions supérieures. Mais le fait qu'elles n'aient pas des diplômes qualifiants, des diplômes techniques, qui ne sont accessibles qu'aux hommes, et qu'elles, dans les formations techniques, on les oriente que vers coupe-couture, ben oui, ça va demander beaucoup de dextérité, parce qu'elles doivent elles doivent usiner des pièces qui sont très lourdes, elles doivent les manipuler, elles ont quand même un travail de précision. Eh bien, cette précision ne va jamais rentrer dans les critères pour valoriser leur salaire. Et donc, ces femmes qui ont déjà déposé des carnets de revendications auprès de leur syndicat, et à qui la direction répète sans arrêt « Nous sommes en train de négocier au niveau national, nous ne prendrons pas de décision avant que les commissions paritaires se soient mises d'accord », eh bien, elles en ont ras-le-bol. Il y a eu un problème sur des fiches. Voilà. C'est des fiches de paye qui n'étaient pas très claires, et ça a été le déclencheur du ras-le-bol. Parce qu'une semaine avant, elles avaient déjà commencé une action. Elles avaient déjà arrêté le travail. Mais là, les syndicats, tout de suite, avaient dit « Non, non, on se calme, on rentre dans les rangs, nous allons tenter de négocier. » Bon. Alors, elles avaient dit, OK, vous négociez, mais nous, on attend notre augmentation salariale. Bon. Rien n'est venu, et donc, le 16 février, là, tout va s'enclencher. Donc, 3000 femmes qui quittent ce grand hall, c'est une entreprise. L'AFN, c'est une ville dans la ville. Hein.
13 000 travailleurs, avec un arrêt spécial du chemin de fer pour venir amener des travailleurs qui viennent de Flandre. Il y a une population immigrée italienne, espagnole. Donc les consignes de sécurité sont dans toutes les langues à travers l'entreprise. La plupart des gens de Herstal, ils ont au moins un membre de leur famille qui travaille dans cette entreprise. Donc vous imaginez un peu ce que c'est avec ces murailles, ces murs, une ville dans la ville. Vous ne pouvez pas la rater si vous allez vous promener à Herstal. D'ailleurs, même si l'entreprise est réduite à une peau de chagrin, vous avez encore toute son architecture qui est bien présente. Et donc ces femmes, dans ce grand hall, qu'elles ne savent même pas traverser sur le temps de midi pour aller manger, parce que le temps de le traverser, leur temps de pause est déjà fini, elles sont obligées de manger leurs tartines dans l'huile auprès de leur machine. Quand il fait chaud, eh ben, il faut mettre de l'eau dans les sabots pour tenter de se rafraîchir. On ne leur offre pas de tablier. Elles doivent mettre comment appelle-t-on ça, des torchons pour essayer d'absorber un maximum d'huile qui leur colle sur le corps. Parce que c'est pas l'huile qui fait des mains douces, c'est pas l'huile savon Cadom, c'est l'huile qui provoque des dermatoses, des problèmes de peau, etc. Donc là, elles vont traverser ce hall, elles vont appeler à la grève. Alors, les quelques travailleuses qui auraient tenté de résister, n'ont pas tenté le coup, parce qu'on va même casser l'outil à un moment pour vraiment imposer la grève à la majorité d'entre elles. Les hommes, voyant 3000 femmes débrayées, certains ont dit, on n'a pas osé, en se disant, bon, c'était sans doute leurs hormones qui les travaillaient. Il y en a un témoignage syndicaliste qui nous raconte ça. Bon, alors que c'était vraiment une question salariale. Et donc, elles vont arrêter le travail. Bon. Il faut prévenir les syndicats. Donc, les syndicats locaux sont avertis. Il y a un problème à l'AFN. Donc, ils préviennent les autorités supérieures. Et donc, ça remonte. Qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes? On va tenter de les rappeler à l'ordre, on va tenter de les faire reprendre le travail. Rien n'y fait, elles disent non, nous, c'est fini. Et donc, les syndicats vont finir par s'accorder et reconnaître la grève. Parce que là, on est dans une grève sauvage. Ce qui veut dire que la direction de l'AFN prendra fait et cause en refusant de négocier, en disant non, il n'y a pas eu de préavis de grève, et donc leur grève n'est pas du tout légitime. Donc le fait que les syndicats reconnaissent cette grève a toute son importance, notamment pour le financement des droits. Alors, on a aussi cru qu'il y avait une infiltration communiste. Pourquoi? Parce que le Parti communiste a des leaders au sein de l'entreprise, et notamment, il y a une femme qui va ressortir, il y a quelques leaders de la grève dont les portraits ressortent. Il y en a une qui s'appelle la petite Germaine, et c'est elle qui, avec son... va prendre un fichu rouge, l'attacher sur un bout de bois et mener le combat à la Révolution, taper sur des seaux en disant « nous voulons 5 francs, nous voulons 5 francs ». Donc ça y est, les femmes sont en colère et elles ferment, elles sortent de l'usine. Directement, la direction ferme l'entreprise. Ben oui, c'est une entreprise d'armes. Bon, alors, on a dit que c'était un mouvement pacifique, mais je ne sais pas jusqu'où le pacifisme peut tenir quand on commence à avoir faim. Et donc, voilà nos femmes sorties de l'entreprise en train de revendiquer un salaire. Alors, au début, c'est une revendication salariale. Elles veulent 5 francs d'augmentation par heure. C'est une revendication tout à fait locale. Bon, c'est Herstal, c'est la province de Liège. Personne n'en parle de cette grève. Mais bon, elles vont venir avec une autre revendication. Ça va très vite dépasser ce cadre purement salarial, parce qu'elles vont aborder la question de genre, elles vont aborder la question de l'inégalité salariale, et là, elles vont brandir un concept à travail égal, salaire égal. Alors, oui, ce mot, cette formule qui apparaît dans le traité de Rome, qui est peut-être passé inaperçue aux yeux de beaucoup, mais ces femmes qui ont eu des formatrices syndicales, pour certaines d'entre elles, étaient au courant qu'il y avait eu le traité de Rome et qu'il y avait l'article 119 qui proclamait à travail égal, salaire égal. Eh bien, elles vont faire de leur combat une revendication internationale. On passe du niveau local à une revendication internationale. Alors, il va falloir s'organiser. Pas de conciliation possible. Ben oui, la direction a dit, ben oui, 30 centimes. 30 centimes d'augmentation. Alors écoutez, là vous nous insultez, on ne montre quand même pas la charité. Et alors elles vont avoir un champ de lutte. Je ne sais pas si vous connaissez Henri Salvador, le travail c'est la santé.
eh bien ça va devenir, hein, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver, les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Eh bien elles vont adapter les paroles à leur situation et ça va devenir un chant qui va les poursuivre partout. Et on a les enregistrements justement de ces 3000 femmes en assemblée qui sont en train de chanter. Alors, il va falloir s'organiser. Bon, les syndicats commencent à reconnaître qu'il va peut-être falloir les aider et les femmes vont se structurer. Il y a un lieu qui s'appelle La Ruche, qui est une maison du peuple avec une grande salle de spectacle. Et c'est là où elles vont tenir leurs assemblées nationales. Alors très vite, elles ont compris qu'il ne faut pas se faire infiltrer le mouvement. Parce que beaucoup de personnages politiques ou syndicaux ont vu que c'était une bonne affaire. On allait peut-être pouvoir tirer les marrons du feu, peut-être pouvoir se placer dans cette revendication. Et non, là, les femmes vont rester concentrées avec l'aide des syndicats. C'est leur combat, c'est leur action. Il n'y a qu'elles qui vont être organisées. Alors, il y a deux aspects dans la lutte. C'est une des plus grandes grèves, une des plus longues grèves de l'histoire. Bon, c'est 3000 femmes. Elles vont tenir le coup pendant 12 semaines. 12 semaines. Mais au fur et à mesure où elles tiennent bon, les hommes dans l'entreprise vont être au chômage technique. Pourquoi? Parce que c'est elles qui sont aux premières pièces qui sont à la fabrication des premières pièces. Et comme il n'y a plus de stock, à un moment, les hommes ne vont plus avoir de travail. Alors la deuxième semaine de grève, il y a déjà 1000 hommes au chômage. Et puis après, au fur et à mesure où le temps passe, de plus en plus d'hommes dans l'entreprise sont en grève. Ça pose un problème, parce que est-ce que la solidarité va tenir? Parce que très vite, les conditions financières vont devenir difficiles. Alors oui, il y a la caisse de grève, oui, il y a le secours des syndicats, oui, les syndicats, pour faire en sorte que les hommes ne craquent pas, parce que la direction leur proposait de reprendre la place des femmes, hein, mais à leur salaire à eux, hommes, pas au salaire des femmes. Donc il fallait que les hommes tiennent bon et ne craquent pas, parce que la situation financière devenait difficile. Ils tiennent bon, pourquoi? Parce que les syndicats ont allonger un petit peu plus d'argent que la simple somme accordée en cas de chômage technique. Bon. Alors il faut soutenir le mouvement. Eh bien là, il va y avoir une organisation, mais internationale, qui va se mettre en place. Il y a des dons qui viennent de partout. Les listes des donateurs sont publiées dans les journaux syndicaux et dans les journaux qui ont pris parti pour la grève des femmes. Parce qu'elles sont sympathiques. Elle génère un sentiment de sympathie au départ. Hein. Bon, alors, il y a des dons en argent qui viennent d'Italie, qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de France. Il y a des déléguées syndicales françaises qui viennent notamment aux assemblées de la Ruche pour venir dire, voilà, mesdames, nous vous soutenons dans votre action. Donc, le mouvement prend une ampleur terrible. Hein. Alors, il y a des dons financiers d'une part, mais il y a des dons en nature, parce que bien vite, il va falloir préparer des colis alimentaires. Parce que ces femmes ont besoin de denrées pour elles, mais aussi leur famille. Alors, bien vite, le principe salaire d'appoint refait surface. Salaire d'appoint. C'est comme ça qu'on désigne le salaire féminin à l'époque. Mais oui, mais les femmes, elles travaillent pour leur loisir, elles travaillent pour leur coiffeur, elles travaillent pour leur voiture. Ben non, mais à la FN, la majeure partie des femmes qui travaillent, elles sont chefs de famille. Alors, soit elles sont veuves, soit elles sont séparées, soit elles ont un mari qui ne sait plus travailler, elles ont des enfants. Donc, c'est pas toujours un premier choix aussi. Alors, la direction va attaquer. Dans la presse. Oh, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on augmente les femmes? Elles sont toujours absentes. Ben oui, mais l'absentéisme. Vous comprenez? Elles travaillent pour leur salaire d'appoint. Ben oui, elles sont payées à la production. Ben, quand elles ont atteint leur salaire nécessaire, ben voilà, elles ne viennent plus, donc on ne peut plus compter sur elles. Voilà ce que présente la direction dans la presse. Bon. Mais quand ils parlent de l'absentéisme, à la FN, ils avaient fait effort, ils avaient calculé l'absentéisme des femmes pour repos de maternité. Bon. Ils avaient globaliser ça dans un tout. Bon. Ça ne marche pas dans la presse, eh bien on va s'attaquer directement aux grévistes. Courrier vengeur, courrier personnalisé envoyé à toutes les grévistes. Mesdames, vous êtes en train de couler l'économie de la région, et puis l'économie nationale va s'effondrer à cause de vous. Prenez un peu conscience de la situation. Voilà. Donc, il y a des grévistes un peu inquiètes qui disaient, on va essayer de trouver une solution. Bon.
Alors, négocier avec la direction, ça ne va pas. Ça, c'est sûr, la direction a dit niet. Eh bien, à qui doit-on faire appel? Eh bien, un conciliateur social. Donc, on doit en référer au ministère du Travail qui va détacher un négociateur et toutes les négociations vont se passer à Bruxelles. Alors, qui négocie, à votre avis? Les hommes. Ben voilà. Les femmes, on ne les verra quand dans les toutes dernières négociations, ce sont les syndicalistes, les représentants de l'entreprise et les représentants du ministère qui vont mener des négociations. Mais alors, chaque fois qu'on essaye de faire avancer les choses, on fait des propositions aux femmes en assemblée générale. Et là, le vote, c'est à main levée. Bon. Donc, il y a un enthousiasme délirant, hein, 3000 femmes, mais bien souvent, ce qu'on leur propose, ça ne leur convient pas, en disant, mais non, c'est pas ça notre revendication. Mais le mouvement va faire boule de neige. Voilà, parce que, vous comprenez bien, toute la presse nationale, la presse internationale est en train de parler des femmes de la FN. Dans le bassin liégeois, il y a plein d'entreprises où il y a énormément de femmes qui travaillent, qui commencent à se mettre en grève. Et puis, à un moment, les grévistes de la FN vont aller à Charleroi pour distribuer des tracts aux femmes des ASEC. Parce que l'exemple, c'est l'exemple de la FN. Mais à quelques jours près, ça aurait pu être les ASEC qui seraient rentrés dans l'histoire, hein, dont on connaîtrait le nom. Et donc, à un moment, les syndicalistes de Charleroi ont dit aux syndicalistes liégeois, vous rappelez vos femmes, hein, nous, on ne veut pas de ce problème-là chez nous. On va d'abord gérer la FN et puis on verra après comment ça se passe. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'il faut régler le problème des femmes de la FN, les négociations du secteur sont toujours en cours pour tenter d'obtenir enfin cette égalité salariale. Alors, le Front commun est bien présent, mais très vite, le temps passe. Hein. Alors, 5e semaine, on est encore dans le bon. 6e semaine, on commence à organiser des marches à Herstal, et puis on ira marcher sur Liège. Hein. Il y a un mouvement de sympathie, il y a 10 000 personnes qui marchent dans la région liégeoise pour soutenir les grévistes. Mais les problèmes commencent à se poser, parce que les réactions des femmes, dont les hommes, dont les maris sont au chômage à cause des femmes en grève, ça passe mal. Donc, il va falloir que les syndicalistes et que les mouvements de femmes aillent dans la région, lors de réunions, pour expliquer en quoi était important la grève des femmes de l'AFN. Parce que cette notion de salaire d'appoint, elle était bien présente et la presse la soutenait totalement. Alors, elles continuent leur chemin. 10 semaines, 11 semaines, 12 semaines. Là, ça devient vraiment difficile. Les gens deviennent nerveux, les gens commencent à avoir faim. Le mouvement, c'est pas qui s'essouffle, mais les femmes, là, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus pour la plupart d'entre elles. Et donc, une dernière réunion a lieu à Bruxelles où les représentantes du comité de grève sont invitées. Bon, on leur fait une proposition. Écoutez, voilà. On peut accorder 2,75 francs au lieu de 5. Hein. Bon. Et vous auriez un complément en janvier 1967. Est-ce qu'elles ont le choix? Ben, elles vont dire, écoutez, on va soumettre la proposition à l'Assemblée générale. Et là, curieusement, c'est pour vous montrer combien le mouvement, même si c'est internationalisé, combien les femmes ont été épuisées par cette lutte, parce qu'elles ont dû tout apprendre, hein, s'organiser, mener l'action syndicale. Elles étaient syndiquées. La FN avait un taux de syndicalisation extrêmement élevé, mais il n'y avait pas de représentants de femmes au sein des syndicats. Hein. Oui, les femmes, elles sont bonnes pour tout ce qui concerne sécurité et hygiène. Et encore plus hygiène que sécurité. Bon. Dans les autres postes de syndicats, elles ne sont pas présentes, elles ne sont jamais élues, même pas désignées, etc. Donc là, elles ont vraiment dû tout apprendre. Et le comité de grève se dit que maintenant, ça devient vraiment très difficile. Il va peut-être falloir faire la proposition. On est en assemblée générale à La Ruche. Là, on n'a plus que 1500 participantes. Hein. Bon. Et on va voter. Mais on ne vote plus à main levée. Ici, on est passé au vote secret. Pourquoi est-ce que les syndicats ont demandé ça? Parce que main levée, il y a l'effet de foule, l'effet d'ambiance. Et celles qui n'oseraient pas lever la main, qui diraient « moi j'ai envie d'arrêter », elles seraient peut-être prises dans le mouvement et bon, elles manifesteraient une opinion qui ne serait peut-être pas la sienne. Et donc là, une dernière fois, les syndicalistes
les représentants du comité de grève vont aborder les femmes pour leur expliquer les tenants et les aboutissants. Voilà. Est-ce que nous continuons ou non notre combat? Voilà ce qu'il en est. Voici les propositions qui vont nous être accordées. Et eh bien, elles vont voter majoritairement oui pour la reprise du travail. Mais attention, la direction avait négocié autre chose. Ok, elles vont avoir l'augmentation salariale qui n'est pas celle qu'elles leur demandent, mais c'est une augmentation salariale qui est déjà mieux que les 25 ou 30 centimes proposés initialement. Mais en échange de quoi? Interdiction syndicaliste de revendiquer une quelconque augmentation pour les hommes. Là, les syndicalistes, vous vous tenez à carreau. Il faudra attendre avant... Mais oui, parce que c'est toujours le problème, parce qu'une fois qu'on augmente les femmes, les hommes veulent aussi une augmentation. Donc c'est ça, on n'arrive pas à augmenter en même temps tout le monde. Bon. Deuxième condition de la direction de l'AFN, et c'est sans doute celle qui va poser le plus de problèmes, instauration d'un contrôle médical. Ce qui veut dire que pour lutter contre l'absentéisme des femmes, dorénavant, eh bien, dès qu'une prévient le matin qu'elle ne viendra pas travailler parce qu'elle est malade, on lui envoie le médecin contrôle dans l'heure. Bon. Et une a eu l'occasion de me raconter qu'un jour, sa fille était malade, elle n'avait pas de garde, parce que c'est ça aussi. Hein. Les femmes de la FN vont dénoncer toute une série de situations, notamment le manque d'infrastructures déjà à l'époque. Elles ont demandé une crèche, hein. Eh bien, elles ont attendu pour Herstal. Hein. C'était dans leur revendication. La crèche, elles l'ont eu 40 ans plus tard. Mais elles l'ont eu. Parce que c'est toujours la revendication qu'elles avaient portée en 66. Et donc, cette dame me raconte qu'elle téléphone pour dire, ben voilà, je ne viendrai pas, je suis malade. Bon, c'était son enfant qui était malade. On sonne à sa porte. Elle était en train de nettoyer. Le médecin conseille. Et alors, elle s'est dit, aïe, ça c'est mauvais. Il a dit, bah, vous savez, même quand on est malade, il faut quand même bien nettoyer, madame. Bon. Donc, elle était tombée sur un médecin conseil un petit peu sympa, mais ça faisait partie des revendications de l'entreprise. Alors, il va falloir reprendre le travail. Bon, la déception, elle est grande, hein, chez beaucoup de femmes qui vont témoigner en disant on a mené un combat, on s'est usé, et la revendication, c'est pas du tout ça que nous voulions. Bon. Et elles ne vont pas rentrer comme elles le veulent, parce que la direction va organiser la rentrée. Hein. On commencera le 10 mai, secteur par secteur, c'est pas tout le monde d'un coup ensemble. Et ces femmes, elles ne savent pas très bien comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va les accueillir. Parce que c'est vrai, 12 semaines de grève, avec des hommes qui ont une partie de leur salaire, avec des conflits dans les familles. Hein. Quand une femme était en grève et que son père, son frère étaient devenus chômeurs parce qu'elles étaient en grève, on sait bien que ça créait pas mal de tensions au sein des familles, au sein des communautés. Et là, elles vont rentrer avec les drapeaux syndicaux. Il y a un groupe, il y a la fanfare, il y a les drapeaux syndicaux, et elles vont passer, la FN de Herstal, c'est une immense grille, hein, où il y a mis FN, comme ça, quoi. Et il faut passer cette grille, vous avez l'impression que vous rentrez en prison quelque part. Hein, bon. Et elles se sont donné du courage pour rentrer, et elles chantent une dernière fois, puis elles sont rentrées, elles vont reprendre leur poste. Et elles se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, elles n'ont peut-être pas gagné leur revendication salariale telle qu'elles l'avaient imaginée au début, mais elles vont gagner en légitimité, parce que les syndicats, maintenant, vont les regarder avec un autre regard. Elles ont fait leurs preuves, elles ont montré qu'elles étaient capables de mener une action, d'obtenir une revendication, de s'organiser collectivement, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas du tout dans leur légitimité jusqu'à présent. On ne leur demandait pas de ça. Bon, et là, pour le coup, les élections sociales qui vont être organisées la même année, là, les syndicalistes savent où ils peuvent aller chercher des femmes pour les listes, parce qu'ils ont montré le combat. Parce que non seulement elles ont donné l'exemple à l'AFN, mais pour les femmes des autres entreprises, de différents bassins industriels, pas seulement du bassin liégeois, mais là, elles ont véritablement écrit une page de l'histoire. Alors peut-être que leurs revendications n'étaient pas tout à fait celles qui étaient désirées, mais en tout cas, elles sont rentrées avec fierté dans le rang. Alors vous pensez que la fierté va s'arrêter là? Vous croyez qu'après ça, on va leur donner une reconnaissance? Eh bien, il faudra encore attendre 1974, nouvelle grève des femmes à la FN d'Herstal. Il y a un tel turnover dans le personnel que celles de 74 n'ont
n'était même pas présente en 66, donc elle connaissait même pas cette histoire. Et il fait abominablement chaud dans ce grand hall, et elles en ont marre de leur salaire, quoi. Et là, elles vont revendiquer, elles vont se mettre en grève, pas aussi longtemps, elles vont moins marquer les esprits, mais elles vont obtenir qu'elles soient payées avec un salaire normal, et puis un salaire à la production. Parce que ces femmes qui pleuraient le matin en arrivant parce qu'elles savaient qu'elles n'allaient pas savoir produire suffisamment de pièces, que certaines qui produisaient plus mettaient de côté pour pouvoir donner des pièces à celles qui étaient les plus faibles pour pouvoir tenir la cadence. Une femme qui était une femme étalon, à qui devant un contremaître, on la mettait au travail. Évidemment, on allait prendre la plus performante. Hein. Bon, combien de pièces elle sait faire? Allez, c'est la cadence du jour. Et ça vaut autant. Voilà, c'était comme ça qu'on définissait les salaires. Et donc, face à cette pénibilité, là, avec la grève de 74, les femmes vont pouvoir obtenir un nouveau salaire et surtout, elles vont pouvoir aussi obtenir de rentrer dans l'école de la FN qui jusqu'alors était interdite aux femmes. Et je regarde. Et donc, elles ont donné l'exemple à de nombreuses femmes à travers le monde. Et c'est pour ça que dans les pages d'histoire du féminisme et d'histoire du syndicalisme, on leur accorde une grande part. Merci. Merci Florence. Donc effectivement, c'est une grève historique, non pas seulement, je pense, puisqu'elle a marqué cette lutte pour l'égalité salariale, mais que aussi, lorsque les femmes elles se mettent en lutte pour des égalités socio-économiques, c'est tous les rapports de genre qui sont transformés ou qui commencent à être transformés. Donc, par contre, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, il existe toujours. Et donc, Rachel va pouvoir nous expliquer. Très bien, merci. Merci pour votre invitation. C'est un peu difficile d'arriver après cette page d'histoire quand même remarquable qui compte bien au-delà de la Belgique. Hein. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est une lutte sur laquelle on tombe, surtout si on s'intéresse aux questions d'égalité salariale. Donc je vais finalement reprendre un de tes fils, mais partons sur ta question. Aujourd'hui, mon bouquin s'appelle Un quart en moins, parce que tout confondu, alors je me place en France, tu as dit 21% pour la Belgique, mais les données datent déjà de plusieurs années, on est à 25,9% en France, d'où l'idée d'un quart. Alors dedans, moi je dis bien, tout confondu, on est en données mensuelles ou annuelles, c'est-à-dire qu'on intègre là-dedans le fait qu'hommes et femmes ne travaillent pas les mêmes durées de travail. C'est l'un des grands facteurs qui explique ces écarts. Et d'ailleurs, d'aucuns voudraient qu'on le retire, qu'on prenne le taux horaire comme tu l'as fait, et là on dégringole à 19 ou 16% selon les données, parce qu'en France, on a le don d'avoir X sources différentes, hein, donc je vous passe les détails à cette heure-ci. Et donc, c'est déjà une vraie question. Est-ce qu'on parle du salaire global, ce que touche une femme par rapport à un homme à la fin du mois, ou est-ce qu'on s'intéresse à une heure de travail que l'on va comparer? Il y aura un écart, même si l'heure est identique, parce que globalement, les temps partiels sont moins payés, même au niveau horaire. Mais moi, c'est la première chose à dire, je prends tout dans l'écart, parce que même si je ne parle pas que de salaire, le fait que les femmes soient marquées par le temps partiel, c'est quand même une des réalités essentielles de ce qui va suivre. Hein, les ouvrières dont tu parles, de la fin des années 80, 90 et suivantes, moins en France d'ailleurs que dans d'autres pays d'Europe, mais n'empêche que le temps partiel, c'est devenu la forme principale des créations d'emplois. Hein. Alors avec des débats compliqués, on ne va pas y revenir, hein, parce que là on sort du sujet, mais n'empêche, est-ce qu'il s'agit toujours d'un temps choisi? Est-ce que, ou pas? On sait très bien que les créations d'emplois se font à la demande des entreprises et non pas des salariés, et que par rapport à une charge de travail qui fluctue, on est bien content d'avoir cette opportunité du temps partiel. Avec cette ambiguïté formidable, parce que le temps partiel, c'est bien pour elle, ça renvoie, comme toujours, à la condition familiale des femmes, et donc, il y a un glissement entre un temps partiel pour l'entreprise, un temps partiel qui rejoindrait finalement les aspirations des femmes à travailler moins longtemps.
Sauf que, vous le savez très certainement, ce temps partiel est plutôt à horaire atypique, tôt le matin, tard le soir, le week-end, justement lorsque on a besoin d'une présence au niveau de la famille. Donc là, ça suffit de dire ça pour montrer toutes les contradictions de cette question du temps de travail. Et puis, quand bien même je le choisirais, je fais la demande d'un temps partiel, est-ce bien un choix libre, totalement libre, ou est-ce pas sous contrainte de l'organisation familiale, du non-partage des tâches de la famille, aussi, je crois beaucoup au poids des stéréotypes qui fait que c'est à elle de s'occuper des enfants et non pas à lui, qui d'ailleurs, s'il le souhaite, a du mal, en tout cas en France, beaucoup de témoignages, je voudrais prendre un temps partiel pour m'occuper de mes enfants, c'est mal vu dans votre carrière, ça la fout mal. Donc voilà un premier débat qui est lié. On ne peut pas traiter des inégalités de salaire si on ne s'intéresse pas d'abord à cette question du temps de travail. Deuxième volet essentiel pour comprendre les écarts de salaire, la part importante qui s'explique dans les écarts, c'est le fait que hommes et femmes n'occupent pas les mêmes métiers. Si hommes et femmes occupaient les mêmes métiers, si on imaginait une société parfaitement égalitaire dans les emplois, alors les écarts de salaire, de fait, dégringoleraient. Si on enlève le temps de travail, si on enlève cette variable-là, au fond, il reste sur le quart en moins dont je vous parlais, 9%. Et notre ministre du Travail ne parle qu'aujourd'hui, avec une nouvelle loi qui vient de se mettre en œuvre en France, ne parle que de ces 9%, inexpliqués par les variables principales. Sauf que, on va le voir, on ne peut pas se contenter de raisonner sur cette part inexpliquée, on va en parler, parce qu'elle est liée à de la discrimination dans l'entreprise et à ce que je vais appeler le soupçon de maternité, qui renvoie d'ailleurs. Mais on ne peut pas isoler les autres facteurs et notamment donc cette non-mixité des emplois, parce que c'est là qu'on va trouver des réponses sur les écarts. Donc ça, c'est pour vous donner, en introduction rapide, les facteurs qui expliquent les écarts de salaire. Alors moi, donc tu parlais de mon livre, je me suis intéressée à des éléments connus ou moins connus, mais sur lesquels, à mon avis, il faut vraiment mettre l'accent et qui ne revient pas dans les données statistiques officielles. La première chose que j'ai essayé de mettre en œuvre, qui répond complètement à ton exposé, c'est ce que j'ai appelé le spectre du salaire d'appoint. Donc on s'y retrouve, c'est que, pour ma part, si on en est encore aujourd'hui, parce qu'on a oublié de le dire, si on regarde sur le temps long, alors très long, on dit les écarts se réduisent partout. Mais c'est du temps très très long. Quand on reste, ne serait-ce depuis les années 50, et puis plutôt 1980, etc., on a une stagnation des écarts. Ces écarts résistent à toutes les mesures, toutes les politiques qui ont pu être mises en œuvre. Et pour ma part, une des explications à prendre en compte, c'est notre histoire, c'est le fait que le salaire d'appoint était carrément institutionnalisé. Il a existé, c'était l'exemple de l'AFN, c'était le salaire féminin avec un abattement, une double échelle des salaires. Donc je voudrais y revenir. Deuxième chose sur laquelle, qu'on oublie quasiment tout le temps, c'est le fait que le salaire, c'est le reflet. Alors il y a le salaire d'embauche pour les jeunes, mais c'est aussi ensuite le reflet de la carrière. Tu l'as un tout petit peu évoqué. Et là, quand bien même on arriverait aujourd'hui à un travail égal pour un salaire égal, pour reprendre la revendication de l'époque, on n'arrive absolument pas à un salaire égal pour une carrière égale. La carrière reste problématique. Pour les hommes, même ouvriers, il va de soi, grâce aux luttes et aux combats syndicaux, il va de soi qu'on aura une évolution, même minime. On bouge. Chez les femmes, globalement, on a des carrières complètement plates. À quoi bon appeler ça une carrière d'ailleurs, Donc ça, c'est le deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir. Et le dernier, c'est revenir sur la revendication. Elle n'est pas complète. Alors, on ne va pas donner des leçons à ces ouvrières qui étaient exemplaires, mais la loi dit un salaire égal pour un travail de valeur égale. Parce que même à l'AFN, je n'y étais pas, mais vous avez peut-être vu le film qui concernait General Motors, donc We Want Sex Equality, qui est assez remarquable parce que
hein, donc c'est en Angleterre, se mélange justement la question du rôle du syndicat, pas toujours, comme à l'AFN, hein, dans le même sens que les ouvrières, cette pression sur elles parce que leurs maris ne peuvent plus bosser. Hein, et donc d'une solidarité épanouie, on arrive à des divorces, hein, quasi carrément. Eh bien, il y avait cette idée, et on voyait bien qu'elles sont dans des ateliers à part. Elles font pas exactement le même travail. Donc, si on en reste à travail égal, salaire égal, aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas un employeur pour un même boulot, sauf pour des cadres sup-sup qui négocient le salaire. Hein, et là, l'individualisation est très forte. Mais normalement, quand on s'appuie sur des grilles, il n'y a pratiquement plus de cas de discrimination directe, c'est-à-dire qu'on va payer d'entrée moins une femme parce qu'elle serait une femme. Non, ce qui va se jouer, c'est donc ce que je viens de vous dire sur la carrière, mais c'est surtout le fait que en France, il n'y a que 17% des emplois qui soient vraiment mixtes. Hein, il y a bien entendu des femmes qui, petit à petit, arrivent à rentrer dans des ateliers qui étaient non mixtes. Mais il n'empêche que, globalement, hommes et femmes sont répartis différemment dans les emplois, on l'a déjà dit, et que du coup, la vraie loi, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, ça veut dire, je vais essayer de vous le montrer, que l'on peut comparer des emplois différents, mais qui auront, encore faut-il le démontrer, la même valeur. Et là, ça ouvre une énorme perspective qui fait qu'on peut comparer un atelier de femmes dans l'automobile qui sont à la couture, qui font la sellerie, hein, tous les sièges auto, avec des ouvriers dans un autre atelier. Oui, la loi le permet, sauf qu'on ne le mobilise pratiquement pas. Il est grand temps de le faire. Alors, petite page d'histoire qui va être brève parce que tu as très bien illustré toute cette époque. Moi, je suis carrément remontée un peu avant. Étant économiste, j'ai fait un petit peu d'histoire de la pensée économique et j'ai essayé de voir comment nos chers économistes pouvaient justifier le fait de payer, d'avoir créé ce salaire féminin. D'où vient cette idée du salaire d'appoint? Ce salaire qui pouvait servir, il y a plein de textes, hein, juste à payer leurs épingles à chapeau, hein, et à cheveux, les bas de soie. Comme si ces femmes ne travaillaient que pour le superflu, le petit plus, le beurre dans les épinards, tout ce que vous voulez. Alors, d'où ça vient? Et donc, j'ai regardé un petit peu tous les textes et j'ai trouvé notamment une citation de Jean-Baptiste Say qui éclaire beaucoup de choses, hein, donc un économiste, un des premiers grands économistes, où il dit « Telle fileuse qui ne gagne pas la moitié de sa dépense est mère ou fille, sœur, tante ou belle-mère d'un ouvrier qui la nourrirait quand même elle ne gagnerait rien. » Voilà, ça résume toute l'histoire du salaire d'appoint. J'ai appelé ça comme ça. Derrière chaque femme se cache un homme. À quoi bon rémunérer normalement les ouvrières de l'AFN? Elles sont femmes d'ouvriers. Ou encore filles. Ou elles auront un fils. Ça n'est pas... Et c'est donc la norme sociale de l'époque, à savoir le mariage, qui justifiait d'un point de vue économique le fait de moins payer les femmes. Alors en plus, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, il me faudrait plus de temps, mais dans cette définition, vous voyez que le salaire correspond aux besoins, ce qu'il vous faut pour vivre. Donc, si on regarde de cela, si on prend donc le cas général du mariage, c'est légitime, les femmes sont mariées, donc elles n'ont de besoin que leur part à elles, tandis que du côté de monsieur, il y a l'idée de monsieur gagne-pain, c'est-à-dire que lui, il doit assurer non seulement sa survie, mais aussi celle de ses enfants, voire de sa femme. Donc il y a l'idée d'un salaire familial pour les hommes et du salaire féminin pour les femmes. Supposons que tous les hommes étaient mariés, et un célibataire va toucher un salaire familial avec le plus, qui sera ensuite, qui deviendra la sécurité sociale dans nos pays, qui sera pris en charge par les allocations familiales. Mais avant,
il était dans le salaire des hommes, c'était une revendication. Et puis pour les femmes, que le salaire d'appoint, le salaire féminin, il pouvait être de 60% de moins à l'heure que celui des hommes pour un même boulot, Et là, si elle était seule, si elle était veuve avec des enfants, même tarif, avec du coup une situation incroyable qui fait qu'il y avait une tolérance dans beaucoup d'entreprises pour que les femmes, dans ces situations-là, non mariées, eh bien, partent un peu plus tôt pour faire le trottoir. Alors on est filmé, il y a des jeunes, mais c'est une réalité sociale, on a des traces de cette histoire. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le rappeler. Donc, vous allez vous dire, bon, ben, elle radote, c'est vieux, c'est le passé, ça n'existe plus. Sauf que, selon les pays, alors je ne le sais pas pour la Belgique, mais en France, il faut attendre 1946 pour qu'on abroge dans les textes, l'existence de ces abattements. Parce que donc auparavant, dans les premières conventions collectives, dans les premiers accords, on voit marqué soudeur, je dis presque n'importe quoi, 5 francs, soudeuse, 2, 3 francs. C'était reconnu, partagé, et dans l'histoire française, donc 36, le Front populaire, ça vous parle sûrement, grande conquête sociale, progression des salaires de misère, mais on maintient l'abattement sur les salaires féminins, avec une entente syndicale. Alors moi qui travaille avec eux, je crois que l'autocritique est plus que nécessaire. Toute cette époque était marquée et traversée par des contradictions, mais le travail des femmes n'était pas toujours reconnu comme légitime, et quant à l'égalité salariale, non plus. Il y avait l'idée justement que ces femmes étaient des concurrentes, que comme elles acceptaient justement le travail aux pièces, alors qu'eux s'étaient battus pour travailler autant, eh bien, elles allaient, être des concurrentes. Il fallait limiter le fait qu'elles travaillent. Et donc, il a fallu de grandes conquêtes des féministes dans les syndicats pour qu'on gomme ces traces. Et puis, donc, en France, c'est grâce à un ministre qui est un ancien syndicaliste communiste qu'on abroge enfin cet abattement. En Suède, c'est 1960. 1960. Donc, je ne sais pas pour la Belgique, mais c'est dans cette période-là. 35, loi sur le travail des femmes. Bravo. Pour éliminer les femmes mariées du travail. Ah oui. Pour lutter contre... Oui, redis. En 1935, pour rebondir, il y a une première proposition de loi du père Rutten, qui est quand même le fondateur du syndicalisme chrétien en Belgique, et il lui proposait d'éliminer toutes les femmes mariées pour les remplacer par des hommes chômeurs. Et dans les conquêtes sociales de 1936, la question de l'augmentation salariale, le salaire minimum pour les femmes... on l'oublie complètement aussi. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment commun à toute notre histoire. Alors, ça n'est pas que le passé, il en reste des traces. Il en reste des traces, surtout justement dans ce que je vous ai dit sur le temps partiel. Dans la plupart des grandes entreprises, dans les universités, dans tous nos établissements, le ménage, ça se passe le matin très tôt et en fin de journée très tard. Une majorité de femmes, totalement invisibles. Alors, à cela s'ajoute le fait qu'il s'agit pour beaucoup d'étrangères, avec ou sans papier. Une majorité de femmes se trouvent à travailler de l'ordre de 4 heures par jour, avec une amplitude horaire digne d'un cadre sup, largement, pour un demi-salaire minimum. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait cette tolérance sociale à ces situations-là qui ne sont pas isolées, sur lesquelles on s'appuie? Sans cela, les facs, les entreprises seraient invivables. Eh bien, mon hypothèse, c'est qu'il y a encore cette idée que ce n'est pas trop grave pour ces femmes. Forcément, il y a quelqu'un. Leur salaire ne serait pas vital. Et comme tu l'as rappelé, c'est faux. Dans la majorité des cas, leur salaire est vital parce que c'est le seul du ménage. C'est le seul du ménage, ou bien monsieur gagne, comme elle, très peu. Très, très peu. Donc, ces situations-là qui vont, d'ailleurs, directement dans la pauvreté, qui les mènent à la pauvreté, elles sont tolérées parce qu'on a encore cette idée de monsieur qui serait là. Il y a plein d'autres hypothèses, je n'ai pas le temps
de les développer. Mais donc vous trouvez plein d'exemples. Juste peut-être dire une chose sur les infirmières. Ça donne une bonne image. C'est que, vous le savez, 19e siècle, les infirmières étaient des nonnes. C'était des hospices qui étaient tenus par l'Église. Quand on a laïcisé les hôpitaux, eh bien, il y a des débats, on a retrouvé des traces, grâce à des travaux d'historiennes que je remercie, moi je ne suis pas historienne, des textes où on se posait la question, parce que donc elles étaient nourries, logées, blanchies, pas d'autres besoins évidemment. Et donc la question s'est posée lors de la laïcisation et de la création des premières infirmières, faut-il les rémunérer au-delà de leurs besoins? Est-ce que si on les rémunère plus, ça ne va pas les détourner de leur vocation? Vous vous rendez compte? Ouais, donc ça c'est universel, je crains fort que ce soit universel. Donc, pour dire que cette histoire, elle est encore, à mon avis, très présente, on va la retrouver dans un instant puisque je vais reparler des infirmières. Deuxième volet dont je vous ai parlé, la carrière, le temps. Alors là, donc on se situe plus aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe pour les ouvriers, pour les techniciens, pour la plupart des emplois à prédominance masculine, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette idée de carrière. Je pense que la dignité ouvrière passe par le fait que peut-être qu'on démarre, alors si on est peu qualifié, on démarre tout en bas de l'échelle, mais on n'y reste pas. Les années passant, il y a cette idée de progression. Eh bien, on ne peut pas en dire autant, soit pour les emplois occupés majoritairement par les femmes, soit pour celles qui vont être techniciennes, parce qu'il y en a, ou ouvrières. On s'aperçoit que, statistiquement, plus on avance dans le temps, et plus les écarts se creusent au niveau des carrières. Alors, les explications, elles sont à rechercher dans ce que je vous ai dit sur la discrimination salariale, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut appeler un soupçon de maternité, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'une femme va être une mère. Alors, il y a son mari derrière elle, et puis il y a le fait qu'elle va être, ou elle a été, ou elle sera mère. C'est une sorte donc de soupçon, qu'on mesure d'ailleurs statistiquement, c'est-à-dire que les entreprises ont tendance à intérioriser des cas particuliers qui concernent somme toute, en gros, au mieux, 2 temps dans la vie d'une femme, à savoir 2 temps de grossesse, et on va généraliser au fait qu'elles seront tout le temps absentes. Alors, on n'en est plus à l'époque où, aujourd'hui, dans l'absentéisme, on isole le facteur maternité, on reconnaît que ce n'est pas une absence comme de la maladie. La loi, notamment européenne, est passée par là, puisqu'elle oblige à neutraliser les congés maternité dans les augmentations de salaire. Donc normalement, quand vous avez été, vous avez eu une grossesse cette année-là, vous devez obtenir la même augmentation que vos collègues. Ça date de 2006 en France, et c'est une directive européenne d'avant. Le nombre d'employeurs que je croise ou d'entreprises où on fronce les sourcils, on ne sait pas ce principe. Bon. Donc, il y a cette idée de soupçon de maternité qui fait que, au fur et à mesure de la carrière, chaque maternité, paf, il y a un décrochage réel de la carrière ou fictif. Et donc, moi, j'ai rencontré des femmes qui se sont battues pour faire reconnaître leur carrière. Donc, j'aurais juste cité Maria, un petit peu une ouvrière emblématique, totalement invisible. Elle passe pratiquement 30 ans dans son entreprise, une grande entreprise qui a d'ailleurs un accord égalité femmes-hommes, des mesures qui sont mises en œuvre sur le papier. Et puis, au moment de partir en pré-retraite, anticipée, on constate qu'elle est toujours au même... Alors, elle a juste passé un échelon, parce qu'elle était OS, ouvrière spécialisée, il n'y en avait plus dans l'entreprise. Donc, au bout de 10 ans, on l'a repositionnée au P1. Et on constate, grâce à un travail syndical, que tous les ouvriers qui étaient rentrés comme elle, OS, sont, alors, au moins P3, 1, 2, 3, voire passer agent de maîtrise, etc., etc. Tous. Donc, du coup, en France, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Claire. Vous trouverez tout ça, ou je vous donnerai les références, qui permet de faire, alors on peut peut-être le visualiser,
un triangle, tout simplement un triangle, où vous comparez le salaire la moyenne des salaires des ouvriers, et puis vous le comparez à celui de l'ouvrière, Maria. Maria reste en bas, son salaire est tout plat, quasiment, et la moyenne obtient des augmentations, ça fait un triangle. Isocèle, tout simple. Et bien c'est ça le triangle de la discrimination salariale. Ça existe d'un point de vue juridique, c'est reconnu, on calcule la surface du triangle, là ça nous rappelle des souvenirs. Ça représente, si donc c'est en fonction de la durée, tout le manque à gagner, tout ce qu'elle n'a pas eu par rapport à ce panel de comparaison des ouvriers placés dans la même position qu'elle. C'est reconnu pour l'instant dans des tribunaux pour des causes individuelles, pas collectivement. Il y a parfois maintenant des entreprises qui sentent la menace et qui commencent à s'interroger sur le fait de reconnaître peut-être les carrières. Et puis bon, pour l'instant, il y a encore peu d'exemples de ce type, parce que c'est très difficile de remonter dans le temps sur 20-30 ans, de trouver les rémunérations de collègues, de trouver des témoignages. Ça demande beaucoup d'investissement. Et puis il faut aller au tribunal. C'est pas évident quand on est isolé. Il y a une nouvelle perspective, je vous en dirai un mot juste à la fin. Dernier aspect, je n'ai pas regardé du tout le temps, ça va ? Dernier aspect, je vous ai dit la valeur. Hein. La loi, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Pourquoi c'est essentiel ? Eh bien, si on avait des situations mixtes partout dans les entreprises, on pourrait dire, appliquons, vérifions qu'un homme, une femme sont payés pareil. Sauf que, y compris dans une même entreprise, on va retrouver les femmes dans l'administration, une entreprise industrielle par exemple. Les femmes sont surtout dans l'administration, quand elles sont employées. Et puis après, on va les retrouver dans certains services qu'on appellera les supports. On va les trouver aux ressources humaines, quasiment que des femmes. On va les trouver en communication si c'est une grande entreprise, marketing éventuellement, mais pas dans le noyau dur de l'entreprise, la technique, la production, et puis tout ce qui sera commercial, financier, elles n'y seront pas. Ailleurs, on va trouver quasiment des secteurs, des entreprises, quasiment exclusivement féminines ou masculines. Il y a donc, en France, mais ça peut être à peu près la même chose chez vous, 6 professions qui regroupent plus de la moitié des femmes. C'est très simple, vous pourriez les trouver vous-même. C'est tout ce qui est autour de la santé, infirmière ou sage-femme, où on a plus de 90% de femmes. Tout ce qui est aide à la personne. Tout ce qui concerne le commerce, mais pas ce dont je parlais à l'instant, pas les commerciaux, ingénieurs commerciaux, mais plutôt caissières, vendeuses. Tout ce qui concerne le secrétariat, les secteurs administratifs, et le nettoyage et l'éducation. Ces métiers sont partout, à plus de 80-90% occupés par des femmes. Or, justement, ce sont des emplois qui sont systématiquement dévalorisés dans nos sociétés. Dévalorisés au sens symbolique, aujourd'hui, alors qu'avant, être instituteur d'école, au XIXe siècle, c'était le fait des hommes et exclusivement des hommes, et c'était un notable dans les villages. Ça, c'est bien terminé. On le voit régulièrement, les enseignants sont aujourd'hui très peu reconnus, sauf à l'université, et encore, bon, on pourrait en dire des choses, mais il y a eu une perte de valeur, dévalorisation de l'enseignement. La santé, n'en parlons pas, alors pas toute la santé, distinguons les médecins des autres. Il est clair que quand on regarde les aides-soignantes dans les hôpitaux, je ne sais pas si on les appelle comme ça chez vous, et les infirmières, ce sont des métiers totalement invisibles, dévalorisés. Et il en va de même du nettoyage ou des caissières. Sauf que, si on introduit cette idée de valeur comparable, on peut démontrer que tous ces emplois, alors c'est pas le fait d'être femme, c'est le fait d'occuper ces emplois. Donc, si je prends un homme qui s'est trompé de route et qui se retrouve infirmier, il est concerné par ce que je vais dire. Donc, tous ces emplois sont dévalorisés et on peut les comparer pour montrer, et donc
chaque pays doit avoir sa propre loi, mais donc en France, on s'appuie en gros sur 4 critères. Il y a d'abord la question du diplôme. Donc on peut démontrer que les diplômes peuvent être équivalents, mais pas reconnus de la même façon. Il y a la question de la technicité, de ce que vous mettez en œuvre, le travail que vous faites même. Il y a la question de la responsabilité. Et puis, il y a ce qu'on appelle la charge physique et nerveuse, les contraintes du poste. Si on regarde ces 4 critères, on va prendre des exemples, on s'aperçoit qu'à chaque fois, quand on prend les emplois à prédominance féminine, ils sont dévalués. Les diplômes. Alors, je parle de la France. Comme par hasard, je prends des diplômes d'État qui donc ont une réglementation précise. Quand je pense à l'éducation, il faut transmettre des savoirs, etc. C'est pas confié au privé. La définition de leur diplôme est d'État. Quand on regarde les infirmières, les sages-femmes et les aides-soignantes, on est tous d'accord, ce sont des diplômes d'État. Et pourtant, systématiquement, ils sont dévalorisés. C'est-à-dire qu'il a fallu des longues batailles pour que les infirmières soient reconnues au niveau Bac+3. Elles font 3 années d'études. Et elles n'étaient pas reconnues Bac+3. Aujourd'hui, les aides-soignantes en France, il faut qu'elles aient un diplôme reconnu avec concours, etc., niveau bac. Mais elles sont en catégorie C, qui correspond en dessous au CAP, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais aux études très courtes, et pas au bac. Pourquoi? Et donc, quand on les compare avec des ouvriers, des techniciens, selon leur niveau, ou des ingénieurs si on prend les sages-femmes, on s'aperçoit que eux, parfois, ils occupent leur emploi sans diplôme. Alors au mieux, ça va être un CAP, BEP pour les ouvriers, mais ils auront la possibilité de gravir les échelons et de passer technicien sans diplôme de technicien. Normalement, Bac+3. Rien, alors là, ça rejoint le point d'avant, rien qu'avec la reconnaissance de leur carrière. Diplôme. Technicité. Il y a ce que Pascal Molinier appelle les savoir-faire discrets. J'aime beaucoup cette expression. Il y a dans l'ensemble de ces emplois à prédominance féminine des compétences, des technicités qui sont mises en œuvre et qui sont jamais reconnues, qui ne se voient pas. L'exemple qu'on peut prendre, c'est une infirmière dans un bloc opératoire. Pascal Molinier fait des enquêtes auprès d'elles et elle leur demande de décrire leur travail. Et elles disent « Mais moi, je ne fais pas grand-chose. » En se dévalorisant, d'ailleurs. « Je ne fais pas grand-chose, je passe les instruments au chirurgien. » Et elle rajoute, sans même s'en rendre compte, avant qu'il les demande. Et donc là, Pascal Molinier fait tout un travail pour qu'elle prenne conscience du fait qu'elle anticipe, elle doit anticiper chaque geste qui sera réalisé par le chirurgien. Elle doit prendre en compte tout l'environnement du travail du bloc. Sans elle, le chirurgien, il ne pourrait pas fonctionner. Alors, tout arrive, mais elle fait, et c'est ça, les savoir-faire discrets, c'est qu'ils sont même discrets pour elle, elle ne réalise pas cela. Aujourd'hui, récemment, il y a eu des luttes d'aides-soignantes dans les maisons de retraite en France parce qu'on restreint les budgets et on leur demande de faire le même boulot. Et donc, par exemple, de faire des toilettes de personnes âgées en un quart d'heure. Il y a des témoignages de ces aides-soignants qui disent comment faire en un quart d'heure la toilette d'une personne handicapée, d'une personne qui n'a que nous dans toute la journée, quand c'est à domicile. Comment est-ce qu'on rentre en un quart d'heure, on repart? Ça devient inhumain. Donc là, c'est aussi un problème sociétal. Mais en tout cas, on ne reconnaît pas du tout le fait que l'aide à domicile va faire du travail administratif, va remplir, va faire des prescriptions médicales, va donner des médicaments, alors que c'est interdit au patient parce qu'il n'y a personne, et va lui parler, va prendre de ses nouvelles, de sa famille, va être un lien social énorme. On passe. Ça n'existe pas, ça n'est pas reconnu. Responsabilité,
encore une infirmière qui, quand on la compare avec un agent-chef dans l'entreprise, enfin dans l'hôpital, dit l'agent-chef est payé comme nous, mais c'est normal, lui, il est responsable d'équipes d'ouvriers. Et quand on lui fait remarquer qu'elle, elle a 17 lits, c'était dans un hôpital psychiatrique, 17 lits de cas très lourds, qu'elle s'occupe des aides-soignantes, qu'elle encadre, entre guillemets, des aides-soignantes, des étudiants en médecine. Qui s'occupe des étudiants en médecine? C'est l'infirmière. Et bien pour elle, elle dit, ah ben c'est pas pareil. Il y a responsabilité et responsabilité. Ça n'est pas reconnu en tant que tel dans leur grille. Et enfin, sur la charge physique, et là on pourrait en parler beaucoup, il y a une pénibilité, pour le dire rapidement, une pénibilité dans tous ces travaux qui est totalement passée sous silence. Bah, juste une image, le joli bruit des enfants dans une cour d'école dépasse les décibels autorisés dans l'industrie. Mais ce sont des cris d'enfants, c'est tellement beau, n'est-ce pas? Donc, ça ne peut pas compter comme une contrainte, n'est-ce pas? Non, je plaisante, mais pas tout à fait. Et vous pouvez faire cet exercice pour la plupart des emplois à prédominance féminine qui sont aujourd'hui dans les services. Et je voudrais juste finir sur une perspective, c'est que, je ne sais pas ce qu'il en est dans votre droit, vous, mais en France, on peut commencer à mettre en œuvre ce qu'on appelle des actions de groupe, les class actions anglaises et américaines, qui consistent à ce que ce ne soit pas une personne qui porte plainte, comme je l'ai fait dans mon livre, hein, où donc elle porte plainte mais elle risque de perdre son boulot si elle le fait, très souvent. Mais là, l'action de groupe permet à un groupe de salariés qui se reconnaissent dans la même situation de porter plainte collectivement et du coup d'être défendu par un syndicat et du coup d'avoir les mêmes droits, hein, le même intérêt que la démarche individuelle, mais sans le risque porté par chaque personne. Et donc, ça commence à se voir. Il y a en France des éducatrices de jeunes enfants, donc qui travaillent dans les crèches, qui se comparent et qui donc sont dans une action de groupe, qui se comparent avec des techniciens dans la même ville et qui ont fait le calcul, elles comparent leurs grilles, c'est à peu près identique, sauf ce qui s'appelle le régime indemnitaire, une des primes importantes hein, dans la fonction publique, 375 € net de moins par mois, alors que elles ont même un niveau de diplôme supérieur aux techniciens, des responsabilités comparables, mais différentes mais comparables. Et ça serait nouveau, ça serait formidable si cela aboutit, mais ça risque d'être très long. Mais je leur souhaite bonne chance. Et je crois que c'est important de connaître cela. Voilà. Merci beaucoup Rachel et Florence. Voilà, je pense qu'on va passer aux questions. Moi, j'ai quand même une petite remarque à faire. Qu'est-ce que ça me fait penser beaucoup, ces positions, sur le fait qu'on vit dans un monde finalement non mixte, que le monde du travail n'est pas mixte, et que ces différences salariales, mais elles expriment quelque part cette non-mixité et cette division sexuelle du travail. Et c'est quelque chose, je pense, vraiment à mettre en avance, notamment aujourd'hui en Belgique, il y a un climat assez tendu aussi, avec ces questions d'associations des collectifs féministes non mixtes, comme quoi, pourquoi ils sont non mixtes, mais puisque le monde il n'est pas mixte, donc peut-être que voilà, les femmes aussi, elles ont besoin de s'organiser entre elles ou pas. Voilà. Et je voulais aussi attirer un peu l'attention sur aussi la question de la division internationale du travail, puisque, mais malheureusement, même ici en Belgique, quand on voit des statistiques, on a jusqu'à maintenant des statistiques en Belgique qui sont très très poussées, en fait, très bien faites par l'Institut d'égalité des chances, mais qui concernent notamment les salaires selon les femmes et les hommes, et qu'en 2017, ils ont quand même commencé à prendre en considération aussi l'origine nationale. Et alors là, on voit qu'il y a encore plus d'inégalités salariales
Donc pour les origines les plus marquées sont notamment les originaires de pays du Maghreb et du reste de l'Afrique. Et on s'aperçoit que là, mais non seulement un homme originaire d'Afrique ou du Maghreb, il gagne moins qu'un autre homme, mais qu'en plus, une femme aussi originaire de ces pays, elle gagne entre 8 et 10% en moins qu'un de ses compatriotes. Donc ça, c'est un aspect qu'il faudra commencer à prendre en considération. Ça ne dépend pas de nous, étant donné qu'on n'a pas les statistiques. Je pense que ça commence, il faut encourager cela. Et aussi encourager quelque part le fait de pouvoir commencer à avoir accès et à faire des statistiques par rapport à des travailleurs et travailleuses sans papier. Parce qu'alors, si on va pousser là, on va voir que les écarts ils sont encore beaucoup plus grands. Voilà. Et encore aussi avec les nouvelles formes de contrats, notamment les plateformes numériques, on peut voir Uber aux États-Unis, il y a une étude, on a montré que les femmes, elles gagnent moins que les hommes, même voilà, dans ces domaines-là. En fait, voilà, peut-être une question pour Rachel. Je ne sais pas si en France, en Belgique en tout cas, on a aussi des statistiques qui nous permettent de voir quels sont les écarts salariales selon les secteurs. Et donc, c'est-à-dire fonction publique, privée, ouvrier, salarié, etc. Voilà. En Belgique, en tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est que dans les secteurs publics, donc il y a moins d'écart. L'écart, il est même inversé parfois, mais que par contre, il y a des autres problèmes. Donc, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'écart, il y a plus de femmes qui sont sur contrat et plus d'hommes qui sont nommés. Et donc, ça crée à la longue un problème. Voilà, est-ce que tu peux, je ne sais pas comment ça s'est passé en France, si tu peux nous parler. Oui. Alors effectivement en France aussi, dans le secteur public, donc l'écart global est de 19% au lieu des 25%. Il y a eu des études récentes, mais quand même 19%. Et de fait, alors aussi, il y a plus de contractuels et de hors statut chez les femmes que chez les hommes. Puis après, il y a des réalités différentes selon... Parce que dans la fonction publique, c'est énorme. Il y a d'un côté tout ce qui est les collectivités, les villes, les régions, etc. Tout ce personnel-là, il y a les hôpitaux et il y a l'État. C'est trois univers assez différents. Et c'est surtout dans les collectivités territoriales, j'évoquais certaines comparaisons, que ça se passe là, qu'il y a des écarts criants. Parce qu'il y a... Alors, ça paraît, même pour les syndicalistes, ça paraît difficile de dire, mais il y a un statut, donc il ne peut pas y avoir d'écart. Vous passez les mêmes concours. Et là, il y a... Donc moi, j'ai fait une petite étude là-dessus, et on trouve des choses vraiment intéressantes, justement sur ce que je vous disais sur la carrière. Il y a une étude, ça s'appelle des études de cohorte, et c'est le ministère des Finances publiques qui a fait cette étude, qui est passée un peu sous silence, qui, alors, si les années, c'est un peu approximatif, je crois qu'ils ont pris tous les agents rentrés en 86 et ils les ont suivis jusqu'en 2010. Donc là, on avait quand même un temps assez long. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc on les prend rentrés au plus bas de l'échelle. Ils sont rentrés niveau, donc en catégorie C, tout en bas, au premier grade. Au bout donc de 20, ça fait combien d'années je suis fatiguée là, 20 et des brouettes, 25, combien 25 ans, voilà 24, peu importe. Eh bien, il y a un quart, je vous dis de tête, un quart des hommes qui ont réussi à aller jusqu'en A, alors que c'est même pas, c'est mettons 15% des femmes, ou 10 ou 15% des femmes, plus d'un tiers d'entre elles étant restées toujours en C. Donc là, à nouveau, on voit bien ce que je vous disais de ce triangle. Là, c'est frappant. On a des données chiffrées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour passer de B enfin de C à B à A, je vous ai dit, il y a soit des concours, soit des listes d'aptitudes. C'est-à-dire que le concours, donc vous préparez un examen sur votre temps personnel, vous avez parfois une aide publique, vous avez le droit à un temps. Vous passez des cours le soir, etc. Puis vous présentez un concours interne. La liste d'aptitudes, c'est une liste de noms et c'est le responsable qui choisit une petite partie, donc c'est au choix,
dans cette liste. Et devinez, qui passe les concours? Ce sont les femmes, alors avec moins de réussite, hein, puisqu'elles plafonnent. Par contre, les hommes qui arrivent en A, c'est surtout par la cooptation et par les listes d'aptitude. Donc là, c'est frappant, et ça permet de voir que même dans un système qui paraît... il y a un statut qui protège, etc. Alors d'abord, il y a le problème des contractuels. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a même un projet de loi qui vise à ce que, dorénavant, la majorité des recrutements se fassent de cette façon-là. Donc là, on remettrait en cause la titularisation. Mais qui plus est, ça n'empêche pas... Alors, il y a même d'abord des études qui sont faites sur les concours, qui ne sont pas neutres, et qui font que... Normalement, il y a une loi qui oblige à ce que les jurys soient neutres, mais ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une femme dans le jury qu'elle va mieux noter une femme. Voilà, ça c'est pas automatique, ça ne suffit pas, mais bon, c'est déjà mieux. Et ça n'empêche qu'il n'y a pas que les concours. Les concours, c'est qu'une partie des recrutements, même dans la fonction publique. C'est ça qu'on ne voit pas. Il y a ces fameuses listes d'aptitudes qui fait qu'on est retenu sur dossier par ces encadrants. Donc voilà, il y a aussi là tout un chantier énorme à mener, y compris dans la fonction publique. Après, quand on regarde les catégories professionnelles, les écarts sont surtout élevés, on n'en a pas parlé, chez les cadres. De plus en plus, plus on monte dans la hiérarchie, et plus les écarts sont énormes. Aussi parce que dans la catégorie cadre, on met des choses très différentes. Même s'il y a de plus en plus de femmes cadres, en général, elles sont même systématiquement moins rémunérées que les hommes, surtout s'il y a une part variable, où là aussi, c'est en fonction de critères plus ou moins précis qu'on attribue ces augmentations. Et là, il y a des biais très importants. Très importants. Et puis, je voulais revenir sur ce que tu disais sur des collectifs non mixtes, des collectifs féministes non mixtes. Moi, je suis assez réticente à cela. C'est-à-dire que toute ma démarche pour revaloriser les emplois à prédominance féminine, etc., c'est justement pour qu'on en sorte à un moment donné. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, mais je suis certaine que si on revalorise ces emplois, si on leur redonne une bonne place dans notre société, symboliquement et financièrement, il y aura aussi très certainement davantage d'hommes pour s'y orienter. Et donc, c'est peut-être aussi un moyen de mixité. Et quant au collectif féministe, moi, je pense qu'il y a très certainement besoin d'une expression à des moments donnés entre elles, entre femmes. Quand on voit comment fonctionnent les entreprises, etc., il y a par exemple des réseaux de femmes qui se créent. Mais ça ne peut être qu'un temps. Et je pense que tant qu'on reste qu'entre soi, on ne jouera pas sur ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise ou dans la société. Donc, je ne conçois cela que pour un temps, qu'une étape ou par moment, mais pas de façon générale. Mais ça ne concerne que moi, c'est mon avis. Merci beaucoup. Effectivement, je trouve que ce que ça met en fait la question de la non-mixité, mais en questionnement la non-mixité. C'est en ça que c'est intéressant. En tout cas, en Belgique, ça fait très longtemps où il n'y a pas un mouvement important non-mixte. Et chaque fois qu'il y en a, mais comme partout en fait, elles sont critiquées. Et je pense que ces critiques, elle est très riche dans les faits où on peut rétoquer pourquoi le monde il est non-mixte en fait. Donc ça fait voir l'absurdité de la critique aussi. Même si c'est justement quelque chose qui doit être dépassé, puisque c'est ça, c'est en cela que consiste la lutte. Il y a des questions dans la salle. Je vais te passer le micro. Merci beaucoup pour cet exposé très riche. Donc, oui, moi j'avais juste un commentaire et deux petites questions. En fait, j'étais au Maroc dans un tout petit village récemment, et ce que vous avez dit sur la prostitution des veuves m'a frappée, parce qu'en discutant avec des femmes là-bas, c'est un tout petit village hors tourisme, etc. Et justement, elles expliquaient que dès qu'elles divorçaient, en fait, elles devaient se prostituer. Donc, que les femmes du village qui avaient divorcé étaient forcément devenues prostituées. Donc, même pas seulement veuves, dès qu'elles étaient plus sous la tutelle d'un mari. Donc, ça m'a un petit peu choquée, effrayée de voir que vraiment c'était systématique, etc.
C'était pour... voilà, ça m'a fait écho à ce que vous avez dit. Après, la question sur l'Europe, vous avez évoqué le congé maternité, la directive congé maternité. Et là, donc, moi, j'ai pas mal étudié les questions européennes et j'ai l'impression que l'égalité homme-femme, c'est une espèce de leitmotiv qui revient, qui est soi-disant une politique transversale à toutes les autres politiques, etc. Voilà, il me semble que c'est un peu du vent. À part justement cette directive qui semble intéressante, et peut-être pas dans tous les pays. Enfin voilà, j'aurais bien aimé en savoir plus sur l'application de cette directive et plus généralement sur la façon dont est pris ce fameux gender, les politiques de genre à l'échelon européen. Et puis dernière petite question sur le syndicat et voilà comment les femmes, comment la place des femmes dans le syndicat, et est-ce que vraiment il y a certains pays où il y a une influence plus forte que d'autres. On a vu avec la grève des femmes, il y a un vrai problème au plan syndical. Donc voilà, là aussi. Alors sur l'Europe, vous avez en partie raison. Je pense qu'il y a des lois fondamentales qui viennent de l'Europe et qui devraient être bien mieux déclinées dans chaque pays. Et donc je pense que sur l'égalité femmes-hommes, notamment donc en matière de discrimination aussi, et sur l'égalité salariale, c'est souvent du copier-coller des lois européennes. Sauf que depuis la stratégie européenne pour l'emploi, depuis un certain nombre de règles liées à la concurrence et liées aux crises économiques successives, la place de l'égalité dans le cadre européen a été totalement diluée. Et ça vient du fait que, alors c'est dans les années 1990, on a voulu développer le gender mainstreaming. Alors c'est une approche intégrée de l'égalité qui supposerait que, au lieu que ce soit spécifique, réservé à un petit groupe, etc., l'égalité doit être transverse à tous les thèmes sur l'emploi. Donc quand on parle des jeunes, quand on doit penser femmes-hommes. Et à ce titre, progressivement, l'objectif même de l'égalité a été dilué. C'était un risque qui avait été pointé à l'époque, et il y avait beaucoup de travaux qui montraient qu'il faut avoir que cette approche doit se faire sur deux pieds, une approche transverse certes, mais en gardant une approche spécifique, et l'approche spécifique a été totalement squeezée. Aujourd'hui, elle existe quasiment plus. Alors je ne suis plus les questions européennes, mais c'est révélateur, puisqu'avant, il y avait un réseau. Moi, je suis économiste genre et emploi, et je représentais la France. Et maintenant, c'est plus il n'y a plus ce réseau qui produisait des rapports, qui analysait justement comment étaient déclinées ces lois réellement dans chaque pays sur tous ces thèmes de l'égalité au travail. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de moyens attribués à cela. Et du coup, il y avait la dernière directive importante qui était attendue, c'était sur les congés parentaux. Alors, ce n'est pas directement sur l'égalité femmes-hommes, mais n'empêche, il y avait une dimension importante dedans, et elle a été vidée de son contenu du fait de la pression, notamment de mon pays et de l'Allemagne, qui ne voulaient pas introduire un congé parental plus court, rémunéré correctement. C'était ça notre combat à nous, et ça, la France n'en voulait pas. Et un congé de paternité qui deviendrait systématique de plus d'une dizaine de jours, je ne sais plus la durée. Là, l'Allemagne n'en voulait pas. Et donc, entre eux, ils ont décidé de vider la directive sur les congés parentaux de son vrai contenu important. Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir, c'est en cours, mais voilà, encore un exemple, ou même sur du droit mou, je veux dire, c'est moins contraignant que d'autres dimensions comme l'égalité salariale, comme, eh bien, il n'y a plus de cadre européen et de directive, c'est vrai, ça s'est vidé, me semble. Quant aux femmes et de syndicalisme, alors là, il y aurait long à dire, j'ai consacré pas mal d'années d'études, donc à résumer. Alors, ce qui est frappant, quand on se positionne au niveau européen, c'est que les femmes se syndiquent. Elles sont dans pas mal de pays
plus nombreuses, le taux de syndicalisation, le taux de féminisation, hein, la part des femmes syndiquées est plus élevé parfois que celui des hommes. Donc ça, c'est à souligner. Mais bien entendu, il faut regarder la nature du syndicalisme. Ça, c'est vrai surtout dans les pays plus nordiques et dans le modèle où un certain nombre de services sont assurés par les syndicats. Hein, où pour avoir des droits sociaux, il faut être syndiqué. Donc on a du coup dans ces pays-là des taux de syndicalisation énormes et les femmes se syndiquent. Dans nos pays, c'est moins le cas. Hein. En France, non seulement le taux de syndicalisation est très bas, mais celui des femmes est encore plus bas. Alors ça, il y a déjà ça, mais même dans les syndicats, alors par exemple en France, on a la CFDT qui est passée première, entre guillemets, dans la mesure telle qu'elle est faite. On a plus de 40% de femmes, j'ai plus de 47% de femmes, donc on est proche du salariat. Être syndiqué, être femme syndiquée, ça ne veut pas dire occuper les postes à responsabilité et les lieux de décision. Donc c'est assez paradoxal. Il y a la CGT qui arrive en deuxième position, à l'égal, la parité au sommet, mais plus on descend et on regarde jusqu'aux entreprises, et moins on va trouver de femmes. Il n'y a que 38% de femmes syndiquées à la CGT. Parce que les bastions sont très industriels, masculins, et que ce que je vous ai dit sur les services, eh bien là, on a une syndicalisation beaucoup plus faible. Tout ça est lié. Hein, tout ça est lié. Mais il y a, alors là, c'est commun, les études européennes le montrent, dans tous les pays européens, comme dans les autres domaines, mais peut-être plus difficilement parce qu'il y a moins de contraintes. En politique, il commence à y avoir des contraintes pour qu'il y ait, si ce n'est pas la parité, c'est au moins des quotas de femmes qui se mettent en place. Dans les syndicats, c'est rarement le cas. Donc il y a encore beaucoup à faire pour qu'elles prennent toute leur place dans les revendications. Ce qui fait que en France, le 8 mars, je ne sais pas, enfin il n'y a pas eu de statistiques générales, il y a eu des débrayages, des préavis de grève ici et là, mais il n'y a pas eu de grève massive, même si il y a une certaine recomposition qui se fait. Hein, il y a eu des 8 mars. Voilà, c'est comme ça, c'est en dents de scie, hein, avec un mot d'ordre justement qui reprend le débat d'aujourd'hui, qui a été lancé, c'est 8 mars, 15h40. 15h40, pourquoi? C'est l'heure à laquelle, hein, par rapport au quart en moins, sur une journée de 9h-17h, les femmes travaillent gratuitement. Donc il y avait l'idée à 15h40, vous ne pouvez pas faire grève, mais faites du bruit, faites quelque chose à 15h40. Donc ça, il y a eu quelques résultats. Mais bon. On n'y est pas. En Espagne, il faudrait regarder. En Espagne, ça fait 8 mars qui sont vraiment massifs. Alors là, je crois que c'est bien 500 000 femmes, pour le coup. Oui, ça a été plus encore cette année. Oui, oui. Donc là, on a un mouvement massif. Alors, c'est une question encore plus complexe, c'est pas forcément les syndicats, même s'ils sont partie prenante, ils ne sont pas les seuls à être en cause. C'est un mouvement féministe, associatif, fort, en lien avec le syndicalisme. Donc ça, ce lien-là, il commence à se créer en France, mais il se cherche encore, c'est pas évident. Des organisations syndicales qui sont défiantes vis-à-vis de certaines associations féministes, et inversement. Voilà, donc ça c'est encore tout un chemin. Bonsoir, je voulais vous remercier, c'était très très intéressant. Je voulais vous poser une question quant à la valorisation du travail féminin. Donc vous avez dit qu'on pouvait essayer de calculer sous la base de critères les travaux des femmes et des hommes parce qu'elles travaillent et elles travaillent dans des domaines différents. Mais vous avez vous-même dit que, par exemple, le bruit des enfants et le bruit des usines, à cause des stéréotypes, n'est pas pris en compte pour l'instant. Et je voulais vous poser la question à vous deux. Comment on pourrait revaloriser le travail des femmes? Je pense que du point de vue économique, c'est peut-être pas suffisant. Ce sont tous des stéréotypes sociaux qui sont tellement importants que je me demande comment on pourrait faire pour revaloriser le travail des femmes, la charge mentale des femmes, le travail domestique également. Comment on peut le faire dans la pratique pour revaloriser ce travail-là? Juste une petite remarque, moi j'ai bien fait attention, j'ai jamais dit travail féminin, j'ai jamais dit travail des femmes ou travail des hommes, parce que c'est déjà un stéréotype.
Donc j'ai toujours dit à prédominance féminine, c'est-à-dire que statistiquement, parfois historiquement, mais pas toujours, on a vu les instituteurs, c'était des hommes, mais en règle générale, sur un temps assez long, il y a 70, 80, voire plus, de femmes ou d'hommes qui l'occupent. C'est pour ça que j'ai fait cette nuance. Un homme infirmier, il y en a une petite dizaine, quinzaine de pourcents, il y en avait plus par moment, selon les époques. Un infirmier, il subit la même dévalorisation qu'une infirmière. Après, dans son parcours à lui, il n'aura pas forcément la même carrière, individuellement. Mais, vous voyez, donc là, c'est cette idée de discrimination indirecte. C'est un problème plus sociétal. Hein, et donc, ce n'est pas le travail des femmes, c'est un travail marqué du sceau et de la présence des femmes, construit sur des stéréotypes que vous évoquiez, à savoir les femmes, eh bien, elles sont faites pour le maternage, donc elles élèvent leurs enfants, elles peuvent en élever, c'est qu'une question d'échelle, elles peuvent en élever des dizaines, elles nettoient chez elles, elles peuvent nettoyer les grandes surfaces, etc., etc. Donc là, c'est des constructions qui sont liées à cela, mais attention, hein, c'est pas... commençons déjà par ne pas dire emploi de femmes, changeons les intitulés quand il le faut, assistante maternelle, hein, c'est les nourrices qui gardent leurs enfants, assistante maternelle. Alors maintenant, on dit assistant, avec l'écriture inclusive, .e, mais on a laissé maternelle au masculin. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, on jouerait aussi sur les images, puis après, ben, il faut des campagnes, il faut... Mais bon, moi je crois beaucoup, alors c'est peut-être parce que je suis économique, mais si déjà, d'un point de vue de la construction de ces métiers, on remet à plat tout ce qu'on s'est dit, là, si on fait déjà cela, ça changera aussi l'image qu'on en a. Montrons, mais il y a une aide à domicile dans mon livre, enfin c'est invraisemblable le travail, l'émotion qu'elle donne d'ailleurs dans son travail, parce qu'il y a des portraits, et du coup la dignité. Et du coup, d'ailleurs, elle a vraiment conscience de tout ce qu'elle met en œuvre dans son travail et de la façon dont on considère aussi les personnes âgées, les personnes dépendantes. Donc, je pense qu'en partant du travail concret, de son analyse, en leur donnant la parole, ça peut être aussi une façon de mieux faire reconnaître tout l'enjeu dans notre société et de faire en sorte aussi, mais là c'est une question de finance, que ces services soient reconnus et payés dignement dans notre société. Ça, c'est encore une autre. Mais il y a aussi toute la question de la remise à l'emploi. Bien souvent, quand les femmes sont au chômage et quand on leur propose une planification, une contractualisation de remise à l'emploi, eh bien, on va toujours vers des métiers dits féminins parce que c'est la représentation des femmes. Donc, ce seront les titres services, aide ménagère, parce que c'est la fonction, les fonctions maternelles, les fonctions dites féminines. Et c'est parce que ce sont justement, par exemple, un cuisinier, eh bien, sera sur une échelle barémique, sera mieux payé qu'une cuisinière, parce qu'une cuisinière, c'est la fonction des femmes. Et tantôt, on avait parlé du congé parentaux. Mais ça, par exemple, l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes lutte aussi pour ces reconnaissances, parce que la question salariale, elle passe aussi avec une nouvelle réorganisation de la société. Et il y a eu un gros rapport de l'Institut qui disait que les pères ne savaient pas prendre leur congé auquel ils avaient droit, parce que certains préfèrent ne pas dire, enfin tout le monde sait qu'ils viennent d'accueillir un enfant dans leur famille, mais ils vont préférer prendre des jours de congé à eux, entamer, alors qu'ils ont droit à, c'est combien maintenant, 7 jours de congé, où on va vers les 10 jours, parce que dans l'entreprise, ça ne se fait pas. Voilà. Et donc, il y a cette dénonciation en disant, si on veut une autre société, si on veut construire autrement, un partage des tâches, puisque ça explique aussi la question des temps partiels pour beaucoup de femmes, eh bien, ce serait déjà l'occasion. Donc, sur ce terrain-là, ici, il va falloir travailler. J'ai découpé ceci dans un journal gratuit, mais bon. D'ici 202 ans, les femmes toucheront le même salaire que les hommes, mais c'est au niveau mondial, évidemment. Mais bon, ça fait quand même un effet assez décourageant sur le moral, je dois dire, surtout quand on est à la fin de sa vie professionnelle, on se dit qu'on a si peu avancé. Et alors, je trouve aussi qu'il
il y a un peu une naïveté à ne pas considérer cette cooptation masculine comme quelque chose de volontaire jusqu'à un certain point, pas quelque chose qui est méchant ou avec une intention de nuire, mais qui vient de l'éducation. Donc je pense que c'est très important, l'éducation égalitaire, l'enseignement égalitaire, l'accès aux mêmes formations professionnelles sans préjugés. Et alors aussi une question qui me préoccupe, c'est en fait si les femmes, surtout dans des niveaux de qualification élevés, peuvent travailler, c'est souvent aux dépens d'autres femmes qui viennent d'autres pays, qui elles vont laisser leur famille pour venir s'occuper de nos familles. Et donc ça veut dire qu'on n'affronte pas vraiment la question du partage des responsabilités familiales, sociales, de façon équitable. On ne se bat pas vraiment pour une réduction du temps de travail aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au moins que les hommes arrivent peut-être au temps partiel, et, enfin qu'il y ait un peu que ça se rejoigne un peu. Et je pense que si on n'aborde pas ces questions-là de front comment dire, ouvertement, sans continuer à tourner autour du pot et à faire des petits des pas, je ne sais pas, des pas de fourmis au lieu de faire des pas de géants, franchement, c'est trop décourageant, quoi. Mais non, pas. Je peux rajouter un tout petit truc sur la RTT. Tu as évoqué la réduction du temps de travail. Je me disais, est-ce que vous avez une analyse des 28 heures allemandes, de ce que ça va signifier pour les femmes? Parce qu'à mon avis, c'est vraiment un retour à la maison. Non, désolée, peut-être que tu sais, non, parce que vous avez fait un débat là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer? En 2 secondes, c'est juste que on a dit que les Allemands avaient fait un pas en avant incroyable avec cette nouvelle réduction du temps de travail à 28 heures, alors qu'en réalité, c'est une sorte de crédit temps amélioré. C'est pas tellement plus que ça. Et sachant que c'est une réduction individualisée du temps de travail et, qui peut aller jusqu'à 28 heures. Et à des moments de la vie bien particuliers, justement, comme par hasard, la naissance des enfants ou parents à prendre en charge. Donc, on voit sur qui vont tomber ces heures, cette réduction du temps de travail. Et alors, on n'a pas encore les chiffres, hein, puisque c'était il y a 1 an, mais voilà, je me demandais si... Ben voilà, je pense que et pourtant, l'analyse syndicale européenne, c'est de dire magnifique, c'est génial, la réduction du temps de travail. Donc voilà, il y a un faux semblant qui est assez terrible. Mais de toute façon, sur le temps de travail et sur les débats sur la réduction du temps de travail, il y a une étude qui a quelques années qui montrait bien que ne croyons pas qu'on ne réduit pas, qu'on n'a pas continué à réduire le temps de travail. C'est simplement, il y a la durée légale à temps complet, et puis avec le temps partiel, quand on fait la moyenne des deux, on s'aperçoit qu'il y a globalement une réduction du temps de travail, mais qui ne repose que sur le temps partiel, non rémunéré évidemment. Mais dans la plupart de nos pays, il y a eu un accroissement du temps partiel qui montre bien que c'est une décision collective que de faire porter que sur les femmes cette réduction du temps de travail. Et donc on peut très bien imaginer de la redistribuer, alors ça ne se ferait pas partout, hein, mais qu'on peut redistribuer ces horaires à tout le monde. Et donc là, ça ouvre une nouvelle perspective de réduction collective du temps de travail. C'est important. Puis c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une réduction du temps de travail, autant du travail mensuel, hein, mais non pas au long de la vie. Donc finalement, il n'y a pas du tout de réduction de temps de travail. Et je pense, bon, ici, quand il a eu les débats et la campagne Tam Tam qui a été faite par rapport à l'RCTT, l'idée au départ, on voit bien, je pense que c'était planifié par des hommes, hein, on dirait, puisque l'idée c'était lundi sans travail. En Belgique, les enfants, ils sont à l'école le matin et l'après-midi, tous les jours sauf le mercredi. On aurait pu au moins choisir le mercredi. Non, pas du tout. C'était une journée. Donc ça, c'était pas pris en considération. Comme aussi cette question-là de dire on demande l'RCTT en même temps qu'on continue à allonger les années de travail pour pouvoir prendre la retraite. Donc... Et sinon, je suis très sensible à ce que vous avez dit, madame, juste avant, sur le fait, parce que c'est notre cas
la plupart d'entre nous, hein, en tout cas quand on a des enfants, le fait qu'en fait on délègue à d'autres femmes dans des conditions de travail qui ne sont pas les nôtres. Hein, quand on fait des débats le soir, on fait appel à une nounou, etc. etc. Et ça, je ne vois pas de solution très évidente, si ce n'est déjà mieux reconnaître ce travail hein, par rapport aux enfants. Il faut le valoriser, à supporter de bien rémunérer ces personnes, à leur permettre d'avoir, de ne pas être dans un face-à-face, mais d'avoir une structure qui leur donne l'équivalent finalement d'un temps plus long. Alors c'est pas forcément un temps complet, parce que les heures des enfants ce sont les mêmes d'une famille à l'autre. Mais par exemple, il y avait des idées de jumeler avec du travail avec des personnes âgées, par exemple, sur d'autres heures, pour essayer de compléter le temps, et puis que ce soit dans la même agglomération, assez proche, hein, qu'il n'y ait pas des kilomètres, parce qu'elles décrivent aussi des heures de transport non pris en charge par l'employeur. Donc, voilà, cette réflexion, il faudrait qu'on la mène ensemble, mais je ne crois pas. Alors, bien sûr que une partie de la réponse vient dans l'implication des hommes. S'ils faisaient leur part de boulot, alors globalement, hein, je tombe juste sur un des rares messieurs dans la salle, globalement, si tous les pères prenaient leur part de responsabilité, et les hommes dans les tâches domestiques, parce que c'est aussi pas le cas, hein, c'est pas que la question parentale, là déjà, on aurait moins d'heures à déléguer. Mais il n'empêche qu'ensuite, voilà, tout ne peut pas se ramener uniquement à cela et que faire appel à d'autres salariés, ça reste très souvent une nécessité. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. En France, on avait introduit un système de crédit d'impôt pour tout salarié à partir du moment où il faisait appel à une aide ménagère. Hein. Et donc, pendant tout un temps, c'était une réduction d'impôt. Et il fallait donc payer des impôts pour avoir cette aide. Et donc, ils ont changé la loi, c'est devenu un crédit. C'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôts, puisque donc en France, la moitié des ménages ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils payent d'autres sources. Hein, ils payent beaucoup, hein, vous le savez, avec les gilets jaunes, ils payent beaucoup, tous. Mais ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, la moitié échappe hein, à l'impôt sur le revenu. Eh bien, j'ai perdu mon fil. Oui, l'idée, c'était un crédit d'impôt, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôt, mais vous avez eu une aide ménagère, eh bien, vous touchez directement cette compensation par l'État. Ce n'est pas simplement déduit de vos impôts, c'est un plus. Eh bien, ça n'a pas pris. L'idée, c'était que ça touche toutes les couches sociales et que tout le monde puisse faire appel à ces aides. D'un point de vue, alors là, ce n'est pas seulement une question femmes-hommes, c'est une question sociale et de classe, de catégorie. Ce n'est pas le fait des ouvrières, des employés, que de faire appel, que de déléguer. Pour babysitting et autres, en général, elles font... Alors, dans la journée, il leur faut un mode d'accueil quand elles travaillent à plein temps, mais souvent, elles jonglent sur des horaires décalés pour s'occuper de leurs enfants. Hein. Parmi les principaux modes d'accueil en France, il y a toute une part qui est assurée par les parents, entre guillemets, les mères qui travaillent. Mais ce n'est pas des cas isolés. Elles travaillent de nuit, elles s'occupent des enfants la journée, des choses comme ça. Donc ça non plus, c'est pas très gai. On va pas finir là-dessus, il faut quelque chose de plus positif. Il y a des autres questions? Moi j'en ai juste une petite, mais si je voilà. On fait la dernière question. J'ai pas bien compris Tu veux pas... Pourquoi une cuisinière est moins bien payée qu'un cuisinier? Parce qu'on estime que elle, c'est sa tâche. On estime que les femmes, ça fait partie de leur mission naturelle. Donc dans un restaurant, par exemple Eh bien, oui, par exemple, sauf s'il y a des conventions collectives par rapport à des grands groupes. Hein. Bon, si on va au Quick, à mon avis, c'est un petit peu mieux structuré. Mais bien souvent, c'est ça comme Madame expliquait avec les infirmières. Il y avait les infirmières et les infirmiers. Par exemple, les infirmières se sont battues parce qu'elles estimaient qu'elles avaient autant de risques que les médecins
qui étaient mieux protégés par rapport au risque des maladies qu'ils rencontraient. Et ils avaient des primes, une prime de risque. Et donc les infirmières se sont mises aussi en grève dans les années 1990 pour dire, ben, nous aussi, on a le même contact avec les malades, donc nous aussi, cette prime, on devrait l'avoir. Donc elles se sont mises en grève, elles ont obtenu satisfaction de leur combat, mais c'est parce que ça semblait tellement naturel que les infirmières, qui majoritairement donc étaient des femmes, étaient dans leur fonction naturelle, qu'on n'a jamais, on ne s'est jamais préoccupé de cette condition. Et si je reprends mon exemple des femmes machines à la FN, eh bien, il y avait des hommes qui étaient des hommes machines. Eh bien, pour ne pas qu'ils aient le même salaire, on avait ajouté spécialisé. Eh bien, le fait qu'on ait ajouté la catégorie spécialisée, rattaché ça à leur nom, eh bien, ils avaient un autre salaire que les femmes, alors qu'ils faisaient exactement le même boulot. Mais voilà comment on peut jouer sur les catégories salariales. Et on avait fait une étude au CAROP sur des trajectoires salariales pour voir un peu comment les femmes s'en sortaient. Et donc notamment toutes celles qui étaient dans les titres-services, mais aussi celles qui étaient domestiques dans les grands hôtels, où la pénibilité est très, très importante. Les maladies qui ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles sont là aussi, et qui avaient vraiment un impact, parce que c'était un personnel qui était majoritairement féminin. Voilà un exemple. Si je puis me permettre, par rapport aux cuisiniers et cuisinières, en règle générale, quand il y a un cadre, justement, on ne va pas épingler, comme dans le temps, cuisinier égale temps, cuisinière égale moins. Par contre, il y a eu une étude, alors au Portugal, curieusement, ce pays a investi ça là-dedans, dans le secteur de la restauration, il y a eu tout un accord et tout un travail pour comparer les cuisiniers avec les serveuses. Cuisiniers majoritaires et serveuses majoritaires. Cuisiniers, je commence à fatiguer. Des hommes à majorité, serveuses, des femmes à majorité. Et ils ont montré qu'il y avait des écarts de salaire énormes. Ils ont revalorisé les serveuses. Alors après, ce n'est pas le chef cuisinier. Hein. On comparait à peu près à niveau... Voilà, c'est ça. On ne rentre pas dans les détails. Oui, c'est ça. Mais en général... Aujourd'hui, ils font assez attention pour changer l'appellation, hein, comme tu rajoutais, parce qu'un cuisinier, une cuisinière, aujourd'hui, on va trouver, par contre, une gardienne, c'était les Québécoises qui avaient fait des travaux là-dessus, une gardienne d'enfants et un gardien de zoo ne sont pas payés pareil. Devinez qui est mieux payé pour encadrer quoi. Bon, mais merci beaucoup. Voilà, on remercie énormément Rachel qui est arrivée il y a 3 heures de Paris, Florence de Liège, voilà. Et je veux quand même vous rappeler qu'il y a notre dernière Grecia Eco qui vient de sortir justement, qui travaille sur la question de salaire en Belgique. Donc il y a notamment un article sur les écarts salariales entre les hommes et les femmes en Belgique. Il y a aussi un article sur la répartition capital-travail, les dernières 70 ans en Belgique. Un autre article sur les chômages, puisque salaire et chômage, voilà, c'est salaire en direct aussi. Et enfin, aussi un article qui a été rédigé par Anne Dufresne, notre collègue, qui est là, et c'est sur les négociations donc, au niveau européen, donc syndicats, États et entreprises, à partir des années 60-70 notamment. Voilà, aussi vous rappeler que si vous avez envie d'acquérir les bouquins de Rachel Silveira, ils se trouvent ici. Et enfin, vous dire que la prochaine soirée Éconosphère aura lieu le 4 avril à l'Université populaire. Et cette fois-ci, on va discuter sur les voitures électriques. Donc, ça va être notamment... oui, ça change fort. Voilà. Alors, c'est Raph Koster, notre collègue, en fait, qui va être présente à cette soirée pour en discuter, notamment à côté d'un délégué des Audi à Forêt, qui est en train actuellement de produire des voitures électriques. Et donc la question, ça va se poser autour de
les questions de est-ce que les voitures électriques c'est vraiment une alternative, quelles sont les transformations au niveau de l'organisation de travail. Et Ralph Kuster, qui est spécialiste en matières premières, il va expliquer aussi sur alternatives ou pas par rapport en termes de l'écologie. Voilà. Merci beaucoup à toutes.